Peu à peu, l'eau se retire des marécages du Pantanal, au sud de la forêt. La plaine devient plus sèche. Du haut de son arbre, une famille de jabirus observe les étangs dont la taille se réduit et où les proies se concentrent. C'est la saison d'abondance où il est bon de naître. Grâce aux faveurs de la saison, cette poignée de duvet qui palpite deviendra un jabiru d'1,50 m, doté d'un bec long et lourd et d'une tête chauve. Pour l'instant, les plumes paraissent semées au hasard. Il faudra 1 an pour que le plumage, d'abord terne et irrégulier, gagne son éclat et son implantation définitive. Le mâle, Joao, revient au nid où s'accompagne l'accueil d'un claquement de bec caractéristique. Une pigmentation anormale l'a doté d'un cou rouge sur toute sa longueur. Le sac à air, destiné à gonfler d'importance l'allure de l'oiseau face à ses rivaux, en paraît plus impressionnant. Normalement, le jabiru, qu'il soit mâle ou femelle, n'est orné que d'une bande vermillon à la base du col. La tête et le reste du cou sont noirs. On dit qu'un explorateur français s'exclama en voyant l'oiseau pour la première fois « Quel jabot rouge !» L'expression fut remarquée, passa d'une langue à l'autre et se transforma en jabiru. Plus haut, dans le même arbre, niche une famille d'ibis. Comme le jabiru, l'ibis appartient à la famille des cigognes. L'oiseau au bec noir et cintré veille sur 2 petits qui bataillent sous ses ailes. Ils resteront au nid moins d'1 mois avant de voler, moins longtemps que leurs voisins jabirus, qui ne s'envoleront qu'au bout de 7 à 8 semaines. En cette saison, sur l'Amazone large comme une mer, des piliers d'air et d'eau s'élèvent parfois pour relier le monde des nuages à celui du fleuve. Les tourbillons ondulent avec violence, anacondas géants dressés vers le ciel comme pour le dévorer. S'est apaisé, mais les caïmans, surexcités par l'électricité de l'air, s'agitent en tous sens. Et quand le calme semble revenu, le fleuve se trouble soudain, agité par en dessous d'une fureur tapageuse. Rien rend la troupe hystérique. L'éclair blanc d'une aigrette qui prend son envol, ou le grondement du tonnerre qui s'éloigne. Le calme ne reviendra pas. La journée sera lourde de menaces et de drames.
Depuis un moment, Kaloa sait qu'un étranger s'est placé sur son chemin coutumier. Elle reconnaît son odeur fade qui ressemble à celle de la vase. Elle savait bien qu'elle le rencontrerait, cet intrus qui vient de l'eau et qui ignore encore à quel point il doit la redouter. Kaloa ne se presse pas. Elle veille simplement à se tenir à l'arrière, de manière à éviter la gueule de sa proie. Yacaré, le caïman, est jeune et malade. Rongé par les poisons du fleuve, paniqué par l'orage, il s'est égaré par hasard sur le territoire des jaguars. Kaloa tente d'entamer sa victime. Elle ronge, grignote et mord, mais en vain. Le caïman espère que son cuir résistera longtemps au croc du prédateur. En attendant, réduit à l'impuissance, il fait le mort. Kaloa lèche Yacaré, réflexe ancestral, pour assouplir la peau d'une proie trop coriace. Puis elle reprend son souffle. Quand Kaloa se fait plus pressante, la stratégie du caïman échoue définitivement. Qu'elle la croie morte ou pas, elle ne laissera pas à sa victime un instant de répit. Alors celle-ci se rebelle. Cette fois, Kaloa s'est assuré une prise solide, à la gorge du caïman. Elle attendra le temps qu'il faudra jusqu'à ce que Yacaré meure par étouffement. Kaloa est encore occupé à tuer quand arrive Zuko, son compagnon, au moment le moins opportun. Un rugissement lui fait comprendre que sa présence n'est pas souhaitée. Le jaguar mâle, soumis, fait mine de vaquer à ses propres occupations. Kaloa peut commencer à dépecer sa proie sans être dérangé. Zuko, envieux, se tient tout près, mais affecte de s'occuper à sa toilette. Soudain, sans raison apparente, Kaloa abandonne sa proie, hésite un instant et s'éloigne. Zuko, qui n'en croit pas ses yeux, se retourne pour vérifier que Kaloa se désintéresse du caïman. Il s'approche alors de la proie pour l'examiner à son tour. Alors que Zuko entreprend, ainsi qu'il en a l'habitude, de déplacer la carcasse pour l'entamer plus loin, Kaloa l'observe d'un air concentré. Zuko emporte vers l'eau le corps du caïman. Alertée et peut-être consciente de sa maladresse, Kaloa sort de son camp à soie et accourt. Le caïman est à peine tombé dans l'eau que Kaloa a déjà sauté, immédiatement suivi de Zuko. Kaloa cherche partout. Elle plonge la tête sous l'eau.
arpente le ruisseau. Revient sur ses pas, regarde à droite, regarde à gauche. Rien. Enfin, elle aperçoit une forme sombre sur sa droite. Elle fouille l'eau trouble. Cette ombre entre deux eaux, hélas, ce n'était qu'une feuille morte. Profitant de cet instant de flottement, comme s'il oubliait qu'il faut avant tout retrouver la proie perdue, Zuko tente de s'accoupler à Kaloa. Furieuse, celle-ci le rabroue et passe à l'attaque. Un violent affrontement s'engage alors. Très vite, Zuko se laisse dominer. Faiblesse dont témoignent ses oreilles couchées le long de la tête. Kaloa ne l'estime pas encore assez puni. Elle le maintient sous l'eau, implacablement. Défait, lassé, Zuko remonte la berge et se retire sur la terre ferme. Alors que, distraite par les ébats de son compagnon, elle ne la cherchait plus, Kaloa retrouve enfin la carcasse du caïman. Pour remonter son fardeau, Kaloa cherche en vain une pente en haut de laquelle Zuko ne l'attend pas. Pour ne pas s'attirer l'irritation de sa compagne qui vient de se manifester bruyamment, Zuko fait semblant, comme d'habitude, de s'occuper à autre chose. Se croyant enfin tranquille, Kaloa entreprend de briser la cage thoracique du caïman. Mais Zuko revient dans les parages. Kaloa suspend ses préparatifs de repas pour garder un œil sur lui. Dans une attitude de soumission, Zuko se contente de s'allonger près de la table du banquet. Kaloa peut enfin commencer à se repaître comme il convient à une souveraine de la forêt.
Rassasiée, Kaloa se lève et s'éloigne. Sans se retourner vers les reliefs de son repas, elle laisse Zuko, semblable à un mendiant qui soupire et quémande, se précipiter sur les restes de ce qui fut jadis un terrible prédateur. Tandis que Kaloa se livre au plaisir intime de la toilette, Zuko, qui ne fait pas la fine bouche, s'invite au deuxième service et plante son croc dans la carcasse déjà bien entamée. Tenté de le surveiller, Kaloa se ravise et s'endort, repu, indifférente aux frasques de son compagnon. Sous le regard de la lune, la forêt s'enveloppe de nuit. Une nuit lourde, profonde et magique. Ce soir, les esprits sont partout, comme si l'un d'eux habitait chaque herbe et chaque goutte d'eau. Xiao le tapir, qui a quitté les siens pour gagner sa liberté, découvre un nouvel univers fait d'odeurs et de goûts inconnus. Sur son corps, au moment du bain, une sangsue a fixé la ventouse qui prolonge sa bouche. Ses mâchoires dentelées ont incisé la peau du tapir. Ayant terminé son repas de sang, l'animal se laisse glisser sur le sol. Son corps, extrêmement musclé, peut s'étirer jusqu'à une longueur de 12 cm. Par une succession d'extensions et de contractions, la sangsue retournera à la rivière où elle demeurera jusqu'à son prochain repas. Xiao est âgé d'environ 3 ans. C'est l'âge où un tapir atteint sa maturité sexuelle. Son pénis, que termine une sorte de corolle, se tend, prêt à s'offrir à une femelle que l'animal n'a pas encore rencontrée. C'est la nuit, disent les Indiens, que s'accomplissent sous le regard de la chouette les sortilèges de la forêt. Un serpent arboricole raye d'un trait rouge le noir des ténèbres. Son œil est fendu d'une pupille verticale, caractéristique des serpents nocturnes. La langue fait d'incessants allers-retours. Elle ramène ainsi dans la bouche des paquets d'odeurs qui seront traités et décodés par un dispositif spécial appelé l'organe de Jacobson, directement relié au cerveau. Beaucoup d'animaux, comme les capybaras, ne se montrent pas moins actifs la nuit que le jour. Le capybara est le plus gros rongeur du monde. Outre les parents, une famille capybara compte généralement 4 ou 5 enfants. Mais ce sont de véritables tribus qui se réunissent la nuit près des zones inondées pour brouter les plantes aquatiques.
Et certains soirs, les capybaras semblent dévorer sur le sol les reflets de la lune. Xao continue d'assouvir son appétit, mais le gouffre est sans fond. Le plus gros animal de la forêt amazonienne passe le plus clair de son temps à manger. Sa faim est longue, irraisonnée et primitive, comme un héritage des temps originels où rien ne pouvait revêtir plus d'importance que la satisfaction des besoins primaires. Que des tapirs se rencontrent en Asie aussi bien qu'en Amérique du Sud est considéré comme une preuve que les terres émergées formaient jadis une plaque unique, le Gondwana. Le Gondwana se fractura en plusieurs continents, ce qui divisa en deux le peuple des tapirs. Ses ancêtres existaient avant les continents. Xao peut bien défier le temps et traverser la nuit. Un caïman est mort aujourd'hui sous le croc d'un jaguar. À l'échelle de la forêt éternelle, l'événement n'a pas plus d'importance que le froissement d'une aile de papillon dans l'air humide de la nuit. Comme hier, comme jadis, comme toujours, indifférents à la disparition de Yacaré, les membres de sa tribu ouvrent leur gueule aux poissons qui veulent bien s'y jeter. Ils ont su barrer le cours d'eau à son point le plus bouillonnant, là où les poissons affolés ne pourront les éviter. Parmi eux, Nez Coupé, le vieux caïman à la gueule amputée n'est pas le plus malhabile, et une sangsue égarée n'empêche pas ses mâchoires de claquer. Dérivant, inerte, entre deux eaux, ce dormeur finira bien par s'éveiller. Autour de lui, la tribu s'active mollement, alanguie sous la lune qui ruisselle. Soudain, les poissons deviennent frénétiques. Ils jaillissent, sautent, dansent, comme atteints d'une confuse ivresse. Mais leur liesse est un suicide. Les caïmans se gavent. Et tous seront repus quand s'achèvera cette nuit de ripaille. Un parquet d'eau sous des voûtes de feuilles. Colonisée par le débordement du fleuve, la forêt se dédouble et se noie en elle-même. Le ventre alourdi, Kaloa semble subir une métamorphose comparable. Elle aussi se dédouble depuis que son compagnon, Zuko, a fait germer la vie en elle. Sur sa joue encore déchirée, Wakima le Pécari a laissé sa signature sous la forme d'une blessure qui ouvre les chairs presque jusqu'à l'os. Bien qu'elle tarde à se cicatriser, la plaie que Kaloa nettoie régulièrement du revers de sa patte ne s'est pas infectée. Zuko se tient toujours à proximité. Voici plusieurs mois qu'il demeure près de Kaloa. Un jour, celle-ci a fait irruption sur son territoire. Depuis, sans consulter le jeune mâle, elle y est restée, affirmant sans cesse son statut d'animal dominant. Semblable comportement n'est pas si courant. Normalement, un mâle de passage se contente de féconder la femelle et l'abandonne aussitôt. Zuko, lui, a préféré faire son apprentissage avec Kaloa et parvenir près d'elle, à la maturité. Kaloa le rejoint et semble longuement considérer la situation. Elle s'est habituée à Zuko, mais pressent que sa présence l'encombrera bientôt.
Quand ils renouent avec leur jeu d'autrefois, Zuko se fait vertement rabrouer. Consolatrice, Kaloa revient vers lui, mais ses efforts de conciliation ne feront que prolonger le malentendu. Et Zuko se croit à tort autorisé à reprendre leurs ébats. Finalement, Kaloa choisit de s'isoler. Elle se dirige vers un arbre abattu et, frottant son pelage sur l'écorce, entreprend de le marquer. Sur le tronc, quiconque passera par là et flairera son odeur pourra lire un message olfactif. Un avertissement qui proclame que Kaloa, désormais, ne désire plus se laisser approcher. Les inondations annuelles rendent sa jeunesse à la forêt. Partout, comme si tant d'eau matricielle nourrissait la sève et le sang des êtres, la genèse recommence pour les oisillons qui piaillent au creux du nid, pour l'opossum ou pour le lamantin, pour Kaloa au ventre fécondé, ou pour Pinchot, le capybara en exil. L'instinct a guidé Pinchot vers la rive où il créera une famille. Une jeune femelle semblait l'y attendre. Elle s'offre à lui, comme le font souvent les capybaras, au fil de l'eau. L'anatomie des capybaras, spécialement adaptée à la nage, facilite leurs ébats. Les doigts, par exemple, sont reliés par une membrane qui transforme les pattes en palmes. Quand finira la saison des pluies, la compagne de Pinchot mettra au monde, comme elle le fait chaque année, une portée de 5 ou 6 petits. Dès l'enfance, ils apprendront qu'ils ont un allié, un recours, un protecteur. Il se nomme Amazone. Sur le bord du fleuve, large comme l'océan et comme lui bordé de plages, une créature ondoyante aux reflets gris et roses joue avec la lumière.
Cette silhouette aux reflets incertains est celle d'un dauphin rose nommé Chan. Chan est un vieillard, un patriarche en quête d'asile. Le dauphin rose est l'un des premiers habitants du fleuve. Jadis, l'Atlantique, à peine créé par la séparation de l'Amérique du Sud et de l'Afrique, remplissait encore de ses eaux la cuvette amazonienne. Les ancêtres du dauphin rose peuplaient ce golfe ouvert sur l'océan. Plus tard, la gigantesque baie se referma et ses eaux, cernées par les terres continentales, formèrent une mer intérieure. Et quand les Andes se furent soulevées à l'est, faisant couler vers l'Atlantique des fleuves précédemment orientés vers le Pacifique, l'eau douce remplaça l'eau de mer. Ainsi naquit l'Amazonie. Les dauphins s'adaptèrent à leur nouveau milieu, ils s'accommodèrent de l'eau douce dans laquelle il leur faudrait vivre désormais, et une nouvelle espèce se développa. La souplesse de Chan est supérieure à celle des dauphins d'océan. En effet, ses 7 vertèbres cervicales ne sont pas soudées, ce qui lui donne la flexibilité nécessaire s'il y a lieu pour se déplacer entre les arbres inondés. De nombreuses espèces de poissons siluriformes, aussi appelés poissons-chats, vivent dans les fleuves du bassin amazonien. Ils doivent leur nom commun aux barbillons qui pendent de chaque côté de leur bouche. Ils sont parfois cuirassés de plaques osseuses sur toute la ligne médiane du corps, là où se trouve leur pore sensoriel. Leurs nageoires, notamment la nageoire dorsale, sont maintenues érigées par une structure épineuse qui raidit leur apparence, rendue anguleuse et agressive. Théoriquement, ces épines sont aussi destinées à laisser un mauvais souvenir aux prédateurs et à les dégoûter de l'espèce. Pour le dauphin rose, les protections du poisson-chat ne sont que faiblement dissuasives. Comme tous ses congénères, Chan est presque aveugle. Une vision normale ne lui servirait guère dans un milieu constamment boueux. Il ne pêche donc qu'en repérant sa proie par le système d'écholocation qui permet à tous les dauphins de projeter des sons et d'analyser l'écho rendu quand ils rencontrent un obstacle. Ainsi qu'en attestent les griffures du temps sur sa peau, Chan est un vieil animal fatigué qui peine à ingérer sa proie. Chan semble porter sur son dos toute la vieillesse de ce monde qu'on dit nouveau et dont il est, selon les hommes qui vivent le long du fleuve, l'hôte le plus ancien et le plus sacré. Sur la berge d'un affluent de l'Amazone, le clan des loutres s'éveille. L'une d'elles, Yaga, s'agite devant l'entrée du terrier pour rameuter le reste de sa famille.
Bientôt apparaîtront les uns après les autres ses sœurs, ainsi que Déo, son compagnon. Une communauté de loutres compte en général de 5 à 9 individus, qu'unissent des liens familiaux très forts. La loutre géante d'Amazonie mesure près d'1,80 m. Comme le dauphin rose, la nature l'a dotée d'une souplesse exceptionnelle. L'énergie qu'elle déploie l'oblige à reconstituer au moins 4 fois par jour ses réserves de calories. La pêche, souvent pratiquée en groupe, occupe donc une grande partie de son temps. De nombreux poissons fréquentent les prairies de jacinthes d'eau qui flottent à la surface du fleuve. C'est là, bien souvent, que les loutres viennent se ravitailler. Elles y pêchent également des grenouilles ou des crabes. Il peut aussi arriver qu'une loutre combative parvienne à débusquer et à tuer un très jeune caïman. Quand une proie a été capturée, et si elle ne l'a pas dévorée sur le site même de la pêche, la loutre se plaît à la consommer toujours au même endroit, comme si elle éprouvait le besoin de prendre ses repas dans une zone particulière de son habitat, une zone faisant en quelque sorte office de salle à manger. La salle à manger est généralement communautaire. Les poissons pêchés par les différentes loutres du clan y seront prestement ramenés et consommés avec une grande délicatesse. Selon l'humeur du jour, il pourra arriver qu'on se les partage ou, au contraire, qu'on se les dispute à grand renfort de cris et de grognements. Aussitôt son repas achevé, Yaga se remet en chasse de quelques proies supplémentaires à attraper d'un coup de mâchoire. Elle s'enfonce dans les eaux obscurcies par les radeaux de jacinthe. Au fond du fleuve, Sereya et son fils, les Lamantins, ont rejoint la petite troupe à laquelle ils appartiennent. Les Lamantins passent le plus clair de leur temps à manger. En effet, la lenteur de leur métabolisme ne suffit pas à compenser la faiblesse nutritive des plantes dont ils se nourrissent et qui doivent donc être consommées en plus grand nombre. La lèvre supérieure, à laquelle des soies confèrent une sensibilité tactile très aiguisée, est puissamment musclée. Grâce à cet organe, le lamantin peut brouter les herbes du plancher fluvial ou happer les jacinthes qui flottent à la surface. L'animal contribue ainsi à libérer les eaux des radeaux de plantes qui limitent la pénétration de la lumière. 30 à 50 kg de végétaux sont dirigés vers un tube digestif dont la longueur dépasse 20 mètres. Pour se défendre des lamantins, les plantes ont développé des systèmes de protection. Certaines portent des aspérités qui les rendent râpeuses. D'autres contiennent des tanins ou des nitrates. En retour, l'évolution a donné aux lamantins des molaires renouvelés au rythme de leur abrasion et une flore intestinale qui neutralise les agressions chimiques. À coups d'enchère et de surenchère, chacun accroît ainsi sans cesse le prix de sa survie.
Les loutres ont terminé leur repas. Juste à côté de la salle à manger se trouve une zone qu'elles ont destinée au repos et au jeu. C'est là, dans une eau faiblement profonde, qu'elles se prélassent, sous les rayons du soleil qui montent. Et c'est là qu'elles s'activent à leur toilette. Pour la loutre géante de l'Amazone, la saison des pluies est celle de l'abondance. C'est en effet l'époque de l'année où beaucoup de poissons quittent les profondeurs du fleuve pour aller nager dans les varzeas, vastes forêts inondées, où ils ont pris l'habitude de frayer. Ces poissons, dont la vigilance est alors engourdie, nagent moins vite qu'à leur habitude, et il suffit aux loutres d'un coup de dent bien ajusté pour les croquer sans fatigue. Les loutres pratiquent de nombreux rituels sociaux. Mordillement au cou, caresses ou frôlements. La hiérarchie détermine ses usages. Dans un groupe, une femelle, ici Yaga, domine généralement les autres individus. Chez les loutres, le territoire est découpé en zones dont chacune est affectée à un usage particulier. Salle à manger, salle de jeu ou, comme ici, toilette publique. C'est là que les animaux du clan viennent, les uns après les autres, déféquer ou uriner. La rapidité de leur métabolisme rend ces besoins fréquents puisque la totalité d'un repas transite d'un bout à l'autre du tube digestif en quelques heures seulement. La besogne accomplie, chacun des animaux prend soin de piétiner ses excréments afin d'en exalter les odeurs, puissantes et musquées. La puanteur ainsi obtenue servira de borne territoriale et fera savoir aux étrangers qu'ils entrent sur une propriété privée. Si les loutres s'attachent à accumuler et à mélanger et à touiller ainsi leurs excréments, c'est aussi parce qu'il en résultera une odeur collective dans laquelle se reconnaîtra tout le groupe. L'étranger, ce n'est pas seulement pour les loutres celui qui transgresse les frontières du territoire. C'est aussi celui dont l'odeur se repère parce qu'elle est singulière plutôt que commune, proclamée plutôt que partagée. Les loutres peuvent passer de longs moments à glisser dans leurs excréments comme sur un toboggan. Parfois, la zone de marquage olfactif s'étend au point que toute végétation meurt, brûlée par l'urine et les matières fécales, dans un rayon de plusieurs mètres. Quand les loutres se retirent, jusqu'à leur visite suivante, des oiseaux prennent possession du terrain, qu'ils arpentent pour recueillir dans les matières fraîchement déposées des résidus de poissons ou une bouillie d'arêtes, semi-digérée.
De nombreuses légendes courent dans la forêt sur les créatures des eaux. Certains racontent que c'est le rire du fleuve qui se fait entendre dans le cri des loutres. D'autres disent que les dauphins roses fécondent les femmes célibataires et que de cet accouplement naît parfois un chaman ou un sorcier. D'autres encore parlent des fantômes qui se réunissent au creux des chenaux. Et pour tous, le miroitement de l'eau est la porte de feu qui mène à l'autre monde.